Parafino alimidi kubaluku. Ngamira kununa wena sati diata sanyi mano nyoni tuloda goliata aduma soye hadamani hawada sutrole kama kayembeda como moye doku ngakebalu konyondi gindi musuka kabidi sorita ngawakili momoya doma doma ngambulo fanyo kang konye ni posiboku Sindi ibili musolu alimini telu alimini Namasoyeti loni sutoda sutrole kama ayembeda kungado kuwakano momimma doko kano tafakanga sakano amika bini sorita tulbenga wakili momo ya doma doma fonga bulo fanyokang dibo dibo weisi bongkang alamaso baraka Sindi ibili musolu alimini telu alimini kumabuna parafino alimini kubalu Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre émission L'invité de Djegoun Info. Nous sommes à notre 5e numéro et nous recevons aujourd'hui M. Ibrahima Gassama. M. Ibrahima Gassama est docteur en économie. Il est expert en développement durable au gouvernement du Québec, mais aussi il est enseignant universitaire en France et au Sénégal. Ensemble, nous allons parler de la situation macroéconomique du pays, particulièrement, mais en général, nous reviendrons au niveau mondial. Mais aussi, nous reviendrons pour discuter ensemble sur la question de l'emploi des jeunes. Et ensuite, nous reviendrons sur certaines questions qui sont d'ordre d'actualité, mais aussi la question du franc CFA. Donc, merci de nous avoir accompagnés depuis chez vous. Vous êtes sur votre chaîne leader, Djegoun Info, la chaîne de la diversité. Et nous vous tenons pour juste 1 heure de temps, le temps de vous faire entrer notre invité Ibrahima Gassama, qui, depuis Canada, va nous développer des thèmes qui sont, comme je l'ai dit, dans le sens du développement durable et aussi la situation macroéconomique du pays. Donc, Ibrahima Gassama, je pense qu'il est là, s'il peut entrer.
encore, je vous dis que cette partie, nous allons évoquer la question en deux parties. Bonsoir. Bonsoir à toute votre équipe. C'est tout un plaisir de me présenter aujourd'hui à vous pour m'entretenir avec vous de cette thématique aussi importante que la question des emplois dans le pays. Et je commencerai d'abord par remercier l'ensemble de vos éditeurs, pour avoir prêté une oreille attentive à cette émission que nous allons partager aujourd'hui ensemble. Voilà. Ils sont très patients de vous entendre, parce que déjà depuis l'affiche, on cesse de recevoir des appels et des messages par rapport à notre invité. Voilà. Merci. En tout cas, c'est tout un plaisir d'être là aujourd'hui. Et en tout cas, c'est le lieu de vous féliciter pour cette belle initiative consistant à donner la parole aux Sénégalais de chez nous, mais aussi de la diaspora, pour nous entretenir sur des sujets d'actualité de telle nature. Voilà. Très bien. Monsieur Gassama, vous êtes enseignant universitaire en France et au Sénégal. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'actualité au Sénégal. Vous avez un aperçu? D'abord, je vais commencer par vous dire que je suis conseiller expert à la coordination des mandats organisationnels en développement durable au gouvernement du Québec. Donc, l'enseignement universitaire, je le fais à temps partiel, notamment à AgroParisTech en France, où j'enseigne les étudiants ingénieurs finissants en agronomie et en foresterie. J'interviens également à temps partiel dans le programme d'agroforesterie de l'Université Cheikh Anta Diop. Disons, ça me permet de faire un clin d'œil à mon cher ami Sekouna Diatta, qui depuis l'année dernière m'a donné cette opportunité-là de pouvoir intervenir dans ce département. Voilà. Très bien, très bien. Et la situation macroéconomique du Sénégal actuellement? Je dois vous dire que si on doit parler de la situation macroéconomique de manière globale au Sénégal, c'est que bien entendu, il y a un grand effet de la COVID-19, de la grande pandémie que le monde vit actuellement, qui a des effets extrêmement importants sur l'économie sénégalaise. Et je pense que, bien entendu, cela a eu un impact très important, d'abord sur la croissance économique, parce que très souvent, quand on mesure les impacts à un niveau plus global sur la macroéconomie, on regarde l'effet que ça fait sur la croissance économique. Et la croissance économique, c'est l'ensemble de la richesse générée dans le pays à une année déterminée. Et si on regarde l'effet sur la croissance économique, donc en 2020, ça a été une croissance de 1,5%, alors que ces dernières années, on était vers un taux moyen qui fluctuait entre 5 et 6%. Voilà, donc quand cette croissance baisse jusqu'à 1,5%, cela montre en effet que l'impact est là, l'impact est réel. D'ailleurs, si vous regardez bien, la première projection que le gouvernement avait fait pour l'année 2020, c'était moins 0,7%. Et c'est avec la saison des pluies passées qui a été extrêmement abondante au Sénégal que ce taux a été révisé à 1,5%. Donc, c'est pour vous dire que la pandémie a eu des effets désastreux sur tous les segments de l'économie, aussi bien dans le secteur industriel, dans le secteur des services que dans le secteur manufacturier de manière générale. Donc, ces effets-là, sont visibles et nous continuons de vivre avec. Voilà. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que, bien entendu, cette pandémie, qui n'a pas seulement affecté l'économie du Sénégal, il faut le reconnaître, c'est toute l'économie africaine et au-delà, toute l'économie mondiale. Et très souvent, quand ça intervient, il y a beaucoup de secteurs qui restent bloqués en raison du fait que les biens deviennent difficilement accessibles, notamment à travers les grandes chaînes d'approvisionnement internationales. C'est plus difficile. Donc, ce que cela crée, c'est de l'inflation. Vous allez voir qu'il y a de l'inflation sur plusieurs produits qui sont utilisés dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la construction, par exemple,
dans les domaines des biens de première nécessité, etc. Ceci est dû au fait que la chaîne d'approvisionnement internationale a été largement perturbée par cette COVID-19. Hein? Donc, c'est dire que... oui. Oui, je disais que vous parlez de l'approvisionnement parce qu'on sent honnêtement qu'en Afrique, au Sénégal, la production vient d'ailleurs. On est ravitaillé par des pays extérieurs. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le corona est là, a constitué encore un écart extraordinaire par rapport à ce domaine? Oui, bien entendu. Ça, au fait, quand on parle de prendre les biens de l'extérieur, de l'amener, là, on parle du commerce international. Et le commerce international, justement, on le mesure par la balance commerciale. En fait, non, je voulais dire, si le corona a impacté le développement économique du Sénégal, c'est parce que tout ce que nous consommons, je peux dire que vient de l'extérieur. Oui, si bien entendu. Oui, bien entendu, bien entendu. C'est-à-dire, vous parlez des points de fragilité que nous avons dans notre économie. C'est-à-dire que depuis les indépendances, nous n'avons pas développé une agriculture capable de nourrir les Sénégalais. Ça c'est une réalité. Depuis les indépendances, on n'a pas été capable d'avoir un tissu industriel capable de fabriquer des produits manufacturés que l'on vend à l'extérieur plus que ce qu'on importe de l'extérieur. Ça, c'est également une grande réalité. Et si on regarde d'ailleurs cette réalité très, très proche, on se rend compte que notre balance commerciale est structurellement déficitaire. Ça c'est une réalité. Cette balance commerciale structurellement déficitaire est due à plusieurs raisons. D'une part, le fait qu'on n'a pas une capacité de production capable de nous permettre de satisfaire aussi bien la demande intérieure que d'exporter davantage nos produits. Ça, c'est une réalité. Mais également, ça, on va en parler, le franc CFA a également un impact aussi sur ça. Parce que le taux de change, en fait, quand vous avez votre balance commerciale, un des éléments qui a un grand effet sur votre balance commerciale également, c'est votre taux de change. Et quand vous avez un taux de change sur lequel vous n'avez pas beaucoup d'emprise ou beaucoup d'impact, c'est que ça crée votre déficit de la balance commerciale. Voilà, et c'est le cas, par exemple, pour quasiment tous les pays de la zone UEMOA, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Donc, lui, si vous prenez sa balance commerciale rapportée à son PIB, vous allez voir que donc il reste dans le positif, mais sinon, tous les autres pays de la zone UEMOA ont une balance commerciale qui est structurellement déficitaire, dû au fait qu'ils ne produisent pas assez, dû également au fait qu'ils ont une monnaie, au fait, sur laquelle ils n'ont pas d'emprise, qui est arrimée à l'euro, qui est une monnaie forte. Et quand vous avez votre monnaie arrimée à cette monnaie forte-là, vous n'avez pas la possibilité souvent, quand une conjoncture intervient, de pouvoir intervenir là-dessus et changer, au fait, le cours des choses. Voilà, donc ça, c'est des réalités que nous avons. Et il faut également dire que la crise économique telle que nous la vivons actuellement ne date pas seulement de la COVID-19. Ça, c'est aussi une réalité qu'il faut souligner, je pense, pour que les gens le comprennent bien. Et si vous regardez même le niveau de l'endettement au Sénégal, donc ça ne date pas de la COVID-19. Juste pour faire un petit rappel historique, parfois c'est important un peu d'en faire pour que les gens comprennent le contexte dans lequel on parle. C'est-à-dire que si vous vous rappelez, pendant le régime de Wade, en 2006 par exemple, le Sénégal a eu à bénéficier de l'initiative PPTE, donc l'initiative pour les pays pauvres très endettés. À cette époque-là, d'ailleurs, la dette du Sénégal, la dette multilatérale du Sénégal nous avait été effacée par nos grands bailleurs, ce qui fait que notre niveau d'endettement à cette époque-là déjà, en 2006, était à 21%. Quasiment. Justement, vous parlez de dette. Vous parlez de dette. On nous parle d'une croissance en baisse. La dette publique et privée est en train de battre le record. Quelles sont les conséquences d'une telle situation au court et long terme? Oui, mais bien entendu que ça a un grand effet. Déjà, pour commencer, un pays très endetté, ça veut dire qu'économiquement, la situation est difficile. Parce qu'en économie, en réalité, quand les choses vont bien dans un pays, ça permet à ce pays-là de dégager une épargne. Une épargne intérieure qui lui permet de financer ses investissements. Donc, quand un pays a énormément recours à l'endettement, ça veut dire que quelque part, le pays n'a pas su générer une épargne suffisante à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'on est dans un besoin de financement qu'on va aller chercher à l'extérieur. C'est ça la réalité. Et ce qu'on a constaté, justement, comme je vous l'ai dit, depuis cette période-là, c'est que la dette publique du Sénégal augmente.
Et en 2020, par exemple, on était à 67,6%. En 2021, le FMI le projette à 68,2%, alors que le plafond de la zone communautaire UEMOA est de 70%. Ça veut dire que de plus en plus, il sera difficile pour le pays de continuer à accroître de manière indéfinie ce niveau d'endettement. Ça va être plus difficile parce qu'on ne sera plus dans les critères de convergence de la zone communautaire de l'UEMOA. L'autre chose aussi que je veux noter, ça c'est vraiment, moi c'est quelque chose qui m'a tout le temps intrigué au Sénégal. Hein? Très souvent, les gens vont dire le pays a une capacité d'endettement qui est là, a une belle plume, une belle écriture, etc. Très souvent, par exemple, quand vous êtes en Occident ici, les questions d'endettement, quasiment, les politiques publiques en parlent très peu. Parce qu'ils savent que s'endetter, ça veut dire que l'économie ne va pas bien. Mais il n'y a que dans nos pays africains que les gens se réjouissent de pouvoir s'endetter davantage. Hein? Parce que quand vous vous endettez davantage, pour un économiste, c'est un signal fort qu'il y a des difficultés. Mais bien entendu, la dette n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça veut dire que si vous vous endettez pour financer des projets productifs, ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça va booster votre croissance économique. Mais quand vous vous endettez, comme ça se fait dans la plupart de nos pays africains, pour financer des dépenses de prestige, cela se traduit par le fait qu'on ne voit pas les effets en réalité d'entraînement sur le reste de l'économie. Et voilà. Et ce qui se passe, c'est que le service de la dette aussi va continuer à se démultiplier. Donc, quand on parle du service de la dette, c'est l'intérêt. Mais quand on parle de dette, est-ce qu'il n'y a pas une question de mauvaise gestion au niveau des États? Mais bien entendu, c'est ce que je disais. Je disais que si vous utilisez la dette pour en faire des investissements productifs, hein, pour en faire des investissements, ça veut dire, je donne un exemple, pour en faire par exemple un réseau ferroviaire qui est assez dense, hein, qui va couvrir les zones de production du pays. Hein. Si vous en faites par exemple des investissements, par exemple, pour booster, par exemple, certains secteurs qui ont de la difficulté à se relever ou bien qui font difficilement face à la concurrence, etc. Donc, vous financez les segments de l'économie en réalité qui peuvent créer de la productivité et pouvoir soutenir votre croissance économique. Mais quand ces investissements, voilà, vous les faites, par exemple, sur de petits tronçons qui coûtent extrêmement cher, hein? Voilà, quand vous le faites, par exemple, à construire, à faire de la consommation quasiment, donc à financer certaines dépenses courantes d'une administration publique qui est assez pléthorique pour des postes, par exemple, pour lesquels on ne voit pas trop l'utilité pour le pays. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de l'utiliser de manière efficace et efficiente. Et quand vous n'utilisez pas ces ressources de manière efficace et efficiente, ce que ça fait, c'est que ça augmente votre niveau d'endettement, ça vous étrangle. Et quand ça vous étrangle, ceci va même se traduire par le fait que votre niveau de cotation au niveau international donc, sera régulièrement révisé. Et avec ce niveau de cotation qu'on vous donne, si c'est une cotation qui n'est pas très favorable à votre pays, vous êtes obligé de faire des emprunts sur le marché international à des taux qui sont assez élevés. Voilà, donc aucun pays ne souhaite ça, mais c'est la réalité aussi bien au Sénégal que dans plusieurs autres pays d'Afrique. Voilà. Justement, vous avez évoqué tout à l'heure la COVID-19 qui a vraiment endommagé beaucoup de choses. Mais présentement, quels sont les remèdes qu'on doit utiliser pour faire face et essayer de booster le développement économique? Voilà. Pour la COVID-19, moi, je tiens d'abord à vous faire voir que quasiment plus de 77% des pays du monde sont actuellement fermés si vous avez le passeport sénégalais. En raison de cette COVID-19-là. Parce que plusieurs pays ont fermé leurs frontières justement pour protéger leur population. Voilà. Ce que ça nous montre, ça veut dire que si nous, on ne parvient pas à immuniser nos populations, à les vacciner, à les conscientiser davantage pour qu'ils soient conscients sur le fait que le fait de ne pas se faire vacciner donc, peut avoir un effet après sur le fait que tous les pays, quasiment beaucoup de pays du monde, comme je vous l'ai dit, plus de 70%, donc nous mettent en quarantaine. Ça veut dire que quand ces pays-là, eux, vont réussir la vaccination chez eux, vont conscientiser leur population, vont les vacciner, ce qu'ils vont faire, ils vont maintenir ces barricades-là.
Ils vont maintenir ces barricades et les Sénégalais, ça va devenir de plus en plus difficile pour ces Sénégalais-là de pouvoir. Mais vous voulez dire, là, vous voulez dire que vous lancez un message aux gens à prendre des doses, à se vacciner. Mais bien sûr, il faut le faire. Ça, tous les pays sérieux, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein? C'est ce que tous les pays sérieux du monde, ils sont en train de se battre pour obtenir les doses. Hein? Quand ils l'obtiennent aussi, ils font tout pour éduquer leur population. Mais il y a une mythe qui se tourne autour des Sénégalais. Les Sénégalais ne peuvent pas prendre la dose de vaccin. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis que, oui. C'est pourquoi je dis qu'il y a un volet éducatif extrêmement important qui incombe à nos États. Hein, qui incombe à nos États de le faire, de donner des exemples aux populations, de faire des affiches, de faire des spots publicitaires. Quand vous êtes en Occident, dans communication, tous les pays du monde, hein, voilà, dans tous les pays du monde, c'est ce que, dans tous les, je veux dire, les pays organisés du monde, c'est ce que vous voyez. Hein? Même ici, au Canada, les gens étaient réticents au départ quand on parlait de ce vaccin. D'autres parlaient de la rapidité avec laquelle ça a été produit, etc. Mais la technologie a beaucoup changé. Les choses ont beaucoup évolué. On n'est pas à l'époque de Pasteur, c'est ce que je dis souvent aux gens. Hein? Ou pour faire une recherche, parfois, ça va vous prendre un 30 ans, un 40 ans pour trouver une solution. Actuellement, vous avez des super calculateurs qui font des analyses probabilistes à des vitesses lumière. Hein? Vous avez une science qui a tellement évolué que pour comprendre une réalité, il suffit juste de mettre en branle certains logiciels. Vous avez l'information qui est disponible dans un court laps de temps. Voilà, donc, on ne peut pas dire que, écoutez, c'est parce que les choses sont rapides, c'est parce qu'il y a de grandes firmes multinationales qui veulent maîtriser les filières, des trucs comme ça. Ce n'est en réalité, quelle est la recherche scientifique que vous voyez aujourd'hui dans le monde et qui n'est pas financée par des moyens importants? C'est tout le temps le cas. Que ce soit dans le domaine de la pharmaceutique, que ce soit dans le domaine de la médecine, etc. C'est tout le temps le cas. Mais, en tout cas, pour moi, on doit baser ça sur la science et non pas baser ça sur des mythes, hein, etc. Et c'est la plupart des pays, de ces grands pays-là, qui sont en train de prendre les moyens à bras le corps, sont en train de baser ça sur la science et à partir de la science pour essayer d'aider la population. Oui. Bien. On va passer à l'étape supérieure. Là, maintenant, nous allons essayer de parler du niveau de l'emploi des jeunes. Oui. Aujourd'hui, l'État a décliné une nouvelle stratégie sur l'emploi des jeunes. Croyez rationnel à vos yeux? Vous savez, moi, c'est sûr que l'emploi des jeunes est une grande question d'actualité actuellement au Sénégal, notamment suite aux événements que nous avons tous connus au pays, hein, et qui a engendré beaucoup de dommages et de morts qu'il faut regretter. Et c'est le lieu de m'incliner devant toutes ces personnes, hein, qui sont tombées, hein, en voulant montrer que notre Sénégal était possible et qu'il y a des doléances qu'il faudrait prendre en charge. Moi, pour parler un peu de la question d'emploi, c'est très important de mettre en contexte. Et là, je vais porter un peu mon manteau d'enseignant en économie, hein, un peu pour vous parler de ça, parce que la question de l'emploi, c'est une question qui est éminemment économique, mais aussi qui a un volet social extrêmement important. Vous savez, quand vous prenez les courants de la pensée économique, vous avez le courant libéral, hein, qui vous dit de manière générale, hein, la question de l'emploi, c'est comme une marchandise. C'est comme une marchandise que vous mettez sur le marché. Il y a ce qu'on appelle les offreurs d'emploi, ça c'est la population. Donc ceux qui cherchent à obtenir un emploi, ils offrent leur possibilité de pouvoir travailler à un endroit. Et il y a ce qu'on appelle les demandeurs d'emploi. Les demandeurs d'emploi, c'est l'industrie, c'est les usines, c'est les unités de production. Eux, ils te disent, en réalité, ce qui est important de regarder, c'est là où l'offre et la demande d'emploi se rencontrent. Donc, le salaire d'équilibre. Hein? Donc, là, 140 quand vous avez ce salaire d'équilibre, hein, c'est le salaire qui permet à ce que le plein emploi puisse se créer dans l'économie. Ça, c'est la doctrine libérale. Maintenant, ce qu'ils disent, ce que cette doctrine dit, c'est que si vous refusez ce salaire-là, donc ça veut dire que c'est un chômage au fait que vous-même vous voulez. Par contre, si vous voulez un salaire qui correspond à ce salaire d'équilibre-là, donc ça veut dire que ça vous permet de vous maintenir sur le marché du travail. Donc pour eux, au fait, la réglementation ne doit pas trop intervenir dans l'économie. Il faut
laisser le marché fonctionner au gré de l'offre et de la demande. Mais bien entendu, dans nos pays, ça ne marche pas toujours. Même si parfois les salaires sont faibles, hein, on voit des gens qui veulent offrir ce travail-là, hein, mais qui ne parviennent pas à l'avoir. Voilà. Donc ça, c'est la doctrine libérale qui dit laissez le marché faire. Disons, les choses vont se réguler selon la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Voilà. Et de ce point de vue, les choses vont fonctionner. Voilà, donc c'est le salaire réel, justement, que vous offrez aux gens qui va déterminer ce niveau d'équilibre. Et c'est pas, et on voit qu'au Sénégal, donc, cette situation-là est problématique parce que même avec un salaire faible, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont prêts à travailler, mais qui ne parviennent pas à le voir. Très bien, ils sont prêts à... C'est important, oui, c'est important de préciser le deuxième volet. Donc, le deuxième volet, ça, c'est l'approche keynésienne. L'approche keynésienne, elle est très importante à comprendre aussi parce que John Maynard Keynes, qui est un grand économiste, qui a écrit un grand ouvrage qui s'appelle Théorie générale sur le taux d'intérêt, l'emploi et la monnaie. Hein? Et dans ce livre, il dit qu'en réalité, les marchés ne s'autorégulent pas. Ça prend une intervention de l'État. Ça prend un État fort qui intervient, qui, à travers sa politique de demande effective, qui, à travers ses dépenses publiques, va soutenir l'économie. Voilà, donc c'est au nom de ce principe que depuis la crise économique des années 30, jusqu'à maintenant, quasiment, donc, on voit les États justifier leur intervention par cette approche keynésienne qui dit que par la dépense publique, hein, et par la politique monétaire, on peut soutenir, en fait, l'économie dans un pays. Mais ce qui se passe, en réalité, c'est que si dans nos pays, par exemple, on dit qu'on veut créer de l'emploi, mais les dépenses publiques, dans les appels d'offres, on prend les marchés, qu'on les donne à l'extérieur. Alors que c'est ça qui doit augmenter votre produit intérieur brut. C'est ça qui doit augmenter votre richesse. Donc, pour moi, il y a une grande incohérence. Il y aura une grande incohérence entre ce que vous cherchez comme objectif de créer de l'emploi et de prendre, disons, la commande publique, de le donner, par exemple, à des entreprises qui sont de l'extérieur. Ce que ça fait, c'est que vous allez créer de l'emploi dans ces autres pays-là. Hein? Voilà, donc c'est l'exemple d'ITER, c'est l'exemple le plus concret là. Voilà. Pour les emplois, M. Gassama, les jeunes ont tendance à aller vers la formation professionnelle, alors qu'on a tendance à oublier le domaine agricole. Pensez-vous que l'agriculture peut être un poids pour relancer le développement? Mais bien sûr, l'agriculture est un domaine important, d'ailleurs un levier important dans notre pays, au Sénégal, pour relancer l'emploi des jeunes. Et d'ailleurs, moi, ce que je compte préciser par rapport à ce secteur primaire, c'est que depuis 1975, ça c'est les chiffres de la Banque mondiale que je vous donne là, depuis 1975 jusqu'en 2019, ça c'est les années de comparaison que j'ai pris un peu pour regarder, c'est quoi le poids du secteur primaire, comparativement aux autres secteurs, comment le poids de ce secteur-là dans le produit intérieur brut évolue dans le temps. En 1975, on était à 28,3% de la part du secteur primaire dans le PIB. Quand vous allez à 2000, donc au moment où Watt prend le pouvoir, ça s'est abaissé à 17%. Et quand vous allez en 2019, disons l'époque que nous vivons actuellement, ce poids a encore baissé de 15%. Donc ça veut dire qu'on voit clairement que le poids du secteur primaire dans la création de richesses a régulièrement baissé dans notre économie. Ça, c'est vraiment, ça c'est les chiffres de la Banque mondiale qui le prouvent. Et si vous allez dans le secteur secondaire, c'est exactement la même chose. Hein? Dans le secteur secondaire aussi, le constat que l'on fait, c'est que justement, le poids du secteur secondaire, si vous enlevez le domaine de la construction, disons en 2007 par exemple, ce secteur secondaire-là, il était à 18%. Hein? Et au moment où je vous parle, c'est à quasiment 12%. Donc quasiment, même le poids du secteur de l'industrie, donc de l'industrie et de la transformation, a baissé de 6 points de pourcentage. Ce qui vous montre également que ce secteur-là aussi n'est pas mis en avant pour soutenir l'économie, pour lui donner un poids important, hein, de manière à ce que les transformations puissent se faire dans le pays et engendrer justement cette croissance inclusive que nous voulons. Maintenant, le secteur qui s'est décollé, hein, disons ces dernières années, c'est le secteur de la construction. Parce que si vous rajoutez, par exemple, la construction au secteur de la, disons, au secteur secondaire, hein, vous allez voir que le poids augmente si vous ajoutez la construction. Donc, de 2000, ça passe de 20,5 à 2019 à 24%.
Donc, ceci, c'est que ça vous montre, ça veut dire que le domaine de la construction, donc, tire beaucoup notre économie. Mais quand vous allez dans ces autres secteurs-là que nous tous nous jugeons prioritaires, l'agriculture pour créer l'autosuffisance alimentaire, bien entendu, je ne vous parlerai pas des promesses politiques et vraiment de tout ce qu'on a entendu au Sénégal pour booster ce secteur-là. Mais la réalité est que quand vous regardez son poids relatif par rapport aux autres secteurs, ça a régulièrement baissé. Voilà, même le secteur des services, et ça, je vais terminer par là. Même le secteur des services que tout le monde désigne très souvent comme étant bon, le secteur qui se développe le plus, même le secteur des services a stagné depuis 2000 au Sénégal, depuis 2000 jusqu'à maintenant. Ça tourne autour de 51%. Même le secteur des services n'a pas, voilà, son poids relatif n'a pas beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas des économies assez diversifiées. On n'a pas donné suffisamment de poids à l'agriculture. À d'autres secteurs, Voilà, à d'autres secteurs pour soutenir une économie où les gens vont se voir de manière assez inclusive et où les fruits de la richesse vont être partagés dans notre économie. Vous êtes expert en développement durable au gouvernement du Québec. On parle de développement durable un peu partout. Et le Sénégal en fait une priorité? Là, je vous dirais que quand vous intervenez dans ce domaine-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de chemin qui reste à parcourir côté développement durable. Vraiment, ça, je pense que on a suffisamment d'éléments pour pouvoir dire que dans ce domaine-là, on a énormément de choses à faire. Maintenant, quand on parle de développement durable, souvent les gens pensent à l'environnement. Les gens pensent à l'environnement pour dire qu'est-ce qu'on doit faire dans la... Mais le développement durable, c'est plus large que l'environnement. Souvent, je le dis à mes collègues, à beaucoup de mes amis, pour dire que, écoutez, le développement durable, c'est à la fois l'économie, le social et l'environnement, comment les conjuguer ensemble de manière à ce qu'ils puissent communiquer entre eux. Parce que tout est lié. Tout est lié. Si vous voulez une bonne forêt, par exemple, si vous voulez une bonne forêt qui est assez productive, ça vous prend des investissements importants que vous mettez dans cette forêt-là pour le reboisement, pour la gestion des sols, pour la fertilisation. Ça vous prend énormément de choses. Ça vous prend tous ces éléments-là si vous voulez que la ressource naturelle, le capital naturel se développe, se reproduise et puisse créer de la richesse pour la population. Souvent, les gens oublient qu'il y a un lien entre les deux. Quand vous entretenez bien votre environnement, votre forêt, ce que ça crée, c'est qu'il y a énormément de personnes. Je prends l'exemple de la Casamance. Voilà, voilà, c'est la question que je voulais juste... La gestion des ressources naturelles en Casamance en pose dans notre question, le problème. Mais bien entendu, la question du déboisement. La question du déboisement est une question. Là, pour vous, selon vous, c'est le manque de politique de l'État ou bien c'est un manque de communication entre les populations? Il y a plusieurs choses, à mon avis. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans ce secteur-là pour le soutenir comme il faut et pour lui donner le visage que nous voulons. Ça veut dire une forêt luxuriante qui se régénère et qui est utile aussi bien pour notre environnement, disons parce que les forêts ont énormément de services qu'ils rendent à notre société, notamment l'oxygène qui est produit, notamment même l'agriculture. La forêt aide l'agriculture parce que vous avez beaucoup de phénomènes biologiques qui se passent dans la forêt et qui sont nécessaires pour soutenir, pour développer notre agriculture. Quand votre forêt disparaît, c'est votre agriculture aussi qui disparaît. Ça, c'est important de le savoir. Et le constat que l'on fait ces dernières années, c'est que la forêt de la Casamance est en déclin. Les courbes sont assez éloquentes là-dessus. Et ce déclin est dû au fait qu'il y a énormément de contrebande sur certaines essences de bois qui sont recherchées, notamment le bois de Dans un de vos articles, j'ai vu que la question posée, comment la Gambie, un pays, tout petit pays, peut s'infiltrer illégalement au Sénégal, surtout en Casamance, prendre du bois sans pourtant qu'il soit inquiet. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce secteur n'est pas suffisamment structuré, suffisamment surveillé et suffisamment encadré pour que ces contrebandes puissent être maîtrisées, contrôlées, etc. Quand un pays comme la Gambie fait des millions de dollars de recettes sur le bois qui est prélevé en Casamance, et ça ne date pas de maintenant, ça date du régime de Yaya Jammeh, du régime de Adama Barrow, et le phénomène continue. Et je pense qu'il y a eu énormément de voix qui se sont levées pour appuyer sur la sonnette d'alarme et dire que la situation n'est pas tenable. Je ne sais pas si vous avez regardé
aussi le reportage que Ali Haïdar avait fait avec qui montrait que la tendance était inexorablement vers le déclin et que si on y prêtait garde, cette belle forêt-là donc va disparaître dans quelques années. Et je pense que là, vraiment, c'est une interpellation que je fais. Je pense que c'est la solution, c'est quoi exactement pour protéger cette forêt luxuriante? Beaucoup de choses d'abord. Disons, quand vous regardez de manière générale les gens du secteur, parce que j'en connais plusieurs qui vous disent qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans ce secteur-là. Un, pour régénérer comme il faut le milieu forestier. Donc, ça, j'ai entendu beaucoup d'échos là-dessus. Deux, pour faire la surveillance qu'il faut. Parce que c'est vrai que la forêt, elle est grande, mais je pense qu'on doit investir davantage à augmenter la surveillance et aussi à négocier comme il faut. Je sais que le gouvernement a fait des pas là-dessus, donc pour négocier avec la Gambie, pour que les gens qui sont responsables de cette situation sur la forêt de la Casamance puissent changer un peu de manière de faire. Mais ça prend une volonté ferme de l'État et je pense que si on fait les investissements qu'il faut, si on fait le reboisement qu'il faut et si on fait le contrôle qu'il faut sur notre territoire, disons, ça pourrait être un début de solution. Maintenant, moi, j'avais proposé dans mon article autre chose. Oui. J'avais également dit qu'il serait intéressant parfois qu'on regarde les expériences qui se font dans d'autres pays du monde, tels que le Québec, par exemple, où on peut avoir un vérificateur général du milieu forestier. De la même manière qu'on a l'OFNAC, qu'on a l'IGE, on peut créer un IGE aussi du secteur forestier. Et puis, pour moi, la question, elle est assez cruciale pour qu'on en arrive là. Voilà, donc créer justement ce poste-là et puis lui donner comme mandat de regarder la manière dont notre forêt est gérée de manière générale. Peut-être pas notre forêt seulement, mais l'ensemble de nos ressources naturelles. Donc, je pense que avoir un poste comme ça, donc ça pourrait permettre de nous donner un peu l'heure juste sur la situation et puis de prendre les mesures correctives au moment où il faudrait prendre. Mais je dois préciser que la question de l'environnement ne se limite pas seulement à la question des forêts. Vous avez aussi l'invasion de la mer. Ça, c'est un peu partout au Sénégal. Effectivement, en Casamance, oui, surtout en Casamance. Vous avez vu, la mer a commencé à dominer certaines voilà, la mer, les puits taris, la salinisation. Voilà. Ça, c'est un peu partout au Sénégal. Je vous dirais que c'est pas sur cette question spécifique, c'est pas seulement la Casamance. Si vous allez dans le delta du Saloum, c'est un phénomène qui est très, très présent. Si vous allez à Saint-Louis, c'est un phénomène qui est très présent. Si vous allez aussi en Casamance, c'est quelque chose qui est très présent. Si vous allez aussi au Sénégal oriental, ça, c'est tout le Sénégal. Et à mon avis, il est temps maintenant que nos États soient assez éveillés pour voir quelles sont les mesures. C'est des mesures que les gens combattent un peu partout dans le monde, avec des moyens qu'ils mettent en place. Cela est dû au changement climatique, certainement. Mais bien entendu. Il y a le phénomène des changements climatiques qui sont là. Maintenant, nous, on a subi des conséquences. Et ces conséquences-là, on peut faire des mesures de mitigation, voilà, pour essayer de voir comment on les amoindrit et comment on les gère de manière assez responsable, de manière à ce que... La question de l'environnement, ce n'est pas seulement une question d'avoir une fibre environnementale, comme les gens. Non, il est environnementaliste, etc. Non, c'est une question de développement. C'est souvent ce que je dis aux gens. C'est-à-dire que quand vous maîtrisez ces phénomènes-là, quand vous les appréhendez comme il faut, quand vous les gérez comme il faut, ça crée une dynamique de développement dans votre pays. Voilà, et ça peut mousser votre croissance économique. Très bien. Un problème de développement, à votre avis, quelles sont les politiques de développement qui peuvent aussi nous pousser à éradiquer ce système de l'immigration clandestine? Oui, mais ça, c'est rattaché à votre économie, de manière générale. C'est rattaché à la macroéconomie. Parce que la question de l'immigration aussi, c'est la question du manque d'emploi. Vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Quand quelqu'un se lève dans un pays, ne rêve pas ou ne rêve plus, voilà, et se voit en train de prendre de l'âge et qu'il y a des besoins qui se manifestent à lui à des moments donnés. Son entourage aussi. Son entourage aussi, la société. Oui. Comme vous le savez, à un certain âge, la société est assez exigeante. Voilà, ça amène souvent les jeunes à prendre cette solution qui est une mauvaise solution au passage. Ça je tiens à le dire. À mon avis, il faut décourager les jeunes à prendre les pirogues et il nous faut des campagnes de sensibilisation massive parce que la solution ne se trouve pas dans les océans. La solution ne se trouve pas forcément non plus à l'endroit où ils se rendent.
comme vous le voyez, on a une crise, on a des crises un peu partout, surtout exacerbées par cette pandémie. Et à mon avis, il faut rester dans le pays, essayer de trouver les solutions dans le pays. Bien entendu, vous me direz, c'est pas facile. Hein? Vous me direz, c'est pas facile. Mais il faut qu'on développe l'esprit d'entrepreneuriat aussi dans ce pays-là. Très bien. L'esprit d'entrepreneuriat. Donc, dans le système francophone, de manière générale, on a tendance un peu à penser que le travail, c'est d'aller peut-être faire de la bureaucratie. Le travail, c'est quand on a des diplômes, c'est peut-être aller à travailler dans la sphère de l'État, à y rester. Ce n'est pas forcément ça. On peut entreprendre. Et ce qui fait d'ailleurs la différence entre l'Amérique du Nord et souvent les pays, certains pays européens, je dirais certains pays européens, et nous les Africains, c'est que dès l'âge de 18, 20 ans, ce qu'on leur apprend, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Comment se débrouiller tout seul, hein? Entreprendre des projets, développer ces projets, essayer de leur donner des contours intéressants et ensuite essayer de lancer ces startups-là pour en faire des entreprises qui participent à la concurrence mondiale. Pour moi, cet esprit-là, on doit l'inculquer à nos jeunes en renforçant davantage la formation professionnelle, en leur donnant les outils qu'il faut et créer, bien entendu, des espaces qui leur permettent de pouvoir bénéficier de l'expérience des gens qui sont déjà aguerris dans le domaine et qui savent comment le business fonctionne. À mon avis, c'est des solutions, hein, c'est des solutions que je... C'est ça, oui. Très pertinent, très pertinemment d'ailleurs. La dernière question avant la pause. Vous avez parlé de Covid et la monnaie, le CFA aujourd'hui. Votre lecture sur le CFA par rapport à cette chute? Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a même un lien entre le franc CFA, je vous ai parlé de la balance commerciale tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que si votre politique de taux de change, c'est-à-dire que si c'est un taux de change fixe, vous perdez ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. Cette souveraineté monétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez agir pour ajuster ce taux de change dans un contexte de crise, pour améliorer votre balance commerciale, vous n'en avez pas la possibilité. La seule possibilité qu'il y a, c'est la dévaluation. C'est la seule possibilité qui existe. Sans la dévaluation, vous ne pouvez pas ajuster votre taux de change. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes dans un régime de taux de change, on le compare souvent à ce qu'on appelle des régimes de taux de change flottants. Quand vous êtes dans un régime de taux de change flottant, comme par exemple le Nigeria, comme le Ghana, etc., ces pays-là ont la possibilité, dépendamment de la situation, d'agir sur la parité de leur taux de change par rapport aux autres monnaies pour agir sur leur balance commerciale. Voilà, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très concret. Quand il y a eu les événements du 11 septembre, par exemple, aux États-Unis, les Américains ont fait baisser le taux de change du dollar. Voilà, par rapport aux autres monnaies, pour leur permettre de pouvoir rester robustes et pouvoir vendre à ces pays-là, parce qu'ils savaient que la situation était difficile. Mais au Sénégal, on a cette Covid-là, dans tous les pays de l'UEMOA, on n'est pas capable. On n'a aucune capacité d'influer sur le taux de change. Donc, c'est la raison pour laquelle ce que les pays de la CEDEAO ont adopté, ce qu'ils ont dit, c'est que nous voulons un écho, mais un taux de change qui serait flottant. C'est ce qu'ils ont pris comme décision. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que Alassane Ouattara et Macron, en tout cas, se sont enfermés. On dit que voilà, la parité par rapport à l'euro va être maintenue. Voilà, et que l'écho que voulait la CEDEAO va devenir maintenant, pour le moment, un écho de l'Union, disons, de l'UEMOA, de l'Union monétaire ouest-africaine. Et pour le moment, en attendant que les autres soient prêts, donc ils vont aller avec... Ça veut dire qu'ils n'ont pas résolu la question majeure. Et la question majeure, c'est d'avoir un taux de change qui puisse fluctuer, voilà, au gré, justement, de la manière dont l'économie de ces pays-là évolue. Et c'est la raison pour laquelle, moi, sans aucune réserve, je soutiens le fait qu'on doit avoir une monnaie sous-régionale qui est flottante. Bien entendu, il y a des conditions à satisfaire, des critères de convergence à régler. Merci. Mais c'est ce qu'il faut. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous recevons Dr Ibrahima Gassama. Il est économique, il est expert, il est docteur en économie, expert en développement durable au gouvernement du Québec, mais aussi enseignant universitaire en France et au Sénégal. Nous allons passer juste à une publicité et revenir dans la deuxième partie, M. Gassama. Voilà, parfait. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Je rappelle que nous recevons sur notre invité, l'invité de Djegoun Info,
Monsieur Ibrahim Gassama qui nous a fait l'honneur vraiment depuis le Canada de répondre à notre question. Et juste à la régie, si vous êtes prêts, une page de publicité et nous revenons pour la deuxième partie et qui sera aussi courte en Wolof. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Voilà. Donc, viens. Salaamaaleykum mbokk yi ni ngi leen di nuyu vous êtes ci seen émission l'invité de Diegoune Info l'invité de Diegoune Info tey am na gan bu rëy bu xam ne instant yi mu ngi ci Canada Québec mu tudd Ibrahima Gassama il est docteur en économie il est aussi expert en développement durable fale ci Canada Québec et aussi enseignant à l'université di enseigner Université France ni di Sénégal aussi Ibrahima Gassama ñu ngi leen di nuyu. waaw maa ngi lay gërëm di gërëm waa Diegoune Info di wax sama mbégte ñëw fii di waxtaan ak seen auditeurs yi ci sujet yi nga xamante ni ay sujet yu soxal waa Sénégal la te yaakaar naa ni vraiment ñëw fii di waxtaan ak yéen ci sujet yooyu mu di ay wàllu yi nga xamante ni def naa si ay gëstu yu bëri voilà donc loolu lu may si am sawar ak kontante la waaw di kontaan rek ci ni ngeen ma dalalee fii di nuyu seen auditeurs yi di wax rek que je suis très content de me retrouver là voilà et d'échanger ak yéen ci sujet yu mel nii. Très bien monsieur Gassama ba ñu tàmbalee émission bi dañuy commencer di wax par économie parce que gis nañu feebar bi corona bi ñëw na lëmb na lépp dëkk bi ci situation économique Sénégal gis nañ ne dafa gën a wàcc ban jàngat nga ci am. waaw lu ma si waxoon rek dama ne ni corona bi moom dëkk yëpp la sonal ci àddina rawatina nag suñu dëkk yu ndóol yi comme Sénégal par exemple mais nag lu ñuy wax ci cas Sénégal mooy que gis nañu ko ni situation bi laal nañu bi ci fànn bi nga xamante ni def na ay lu bëri ci suñu biir économie maanaam mooy croissance économique fu ñuy nattee mooy suñu koom fu ñuy nattee suñu koom bu ñu ko xoolee ñu ngi jógee ci une moyenne qui tournait entre 5 et 6% ci année yu ñu jógee ni wàcc ba léegi 1,5%. waaw loolu lu muy wonee rek mooy koom bi am na lu bëri lu si wàññeeku. am na tamit ay ñi nga xamante ne dañuy xëy di gontu ñu bëre ñi nga xamante ni ñàkk nañu seen liggéey te loolu effet bu muy am rek mooy que économie bi day doon ci situation bi nga xamante ni situation bu métti la ñu koy dund nag ci biir njaboot yi boo ko xoolee Sénégal amul benn njaboot bi ngay gis tey li nga xamante ni situation bi di ko jàmmat voilà donc loolu di wane rek que Covid-19 bi situation waaye nag lu ma jot a rappeler mooy que ni ñun nag suñu situation économique bi nga xamante ni day métti commencé wul ci Covid-19 wane naa que ni voilà situation la bu métti bi nga xamante ni suñu koom ci la nekk suñu gouvernement tamit ci la nekk ba loolu tax na boo xoolee bor bi nga xamante ni dëkk bi mu ngi koy wuti ci bitim réew di ko andi ci biir réew mi bor boobu mu ngi yokk de plus en plus et souvent bu ñuy wax ci bor bi lu may wax nit ñi rek mooy que bor yi dëkk yi niroowuñu am na dëkk yi nga xamante ni ñoom seen bor bi ci biir dëkk bi lañ koy jëlee majoritairement voilà waaye ñun suñu bor bi à plus de 50% ñu ngi koy jëlee à l'extérieur voilà ñu ngi koy jëlee à l'extérieur donc loolu boo ko xoolee lu muy def loolu mooy ça veut dire que ñun dañuy am dépendance bu ñuy am ci ñi nga xamante ni ñoo ñuy leb à l'extérieur te loolu bu amee rek ça veut dire que économie bi mu ngi ci situation fragile parce que yow bu fekkente ni sa bor bi lu si gën a bëree yaa ngi koy am ci sa biir dëkk d'habitude ci biir Sénégal bu doon dette intérieure bi boobu d'habitude mu ngi tourner
gis nga d'habitude ba ay 15% yooyu ay 15% yooyu autour de ça lay tourner gis nga voilà mais boo jëlee bor global bi presque mu ngi ci presque mu ngi jege 70% mu ngi 2021 bi 68% la ñu wax lay doon donc loolu boo ko xoolee loolu lu muy wonee rek mooy que ni dina gën a difficile sax ñu mën a leb dina gën a difficile parce que dafa am ay kuréel yu ñu tënk ci biir UEMOA bu ne ni sa bor bi warul dépasser 70%. Très bien. Voilà donc yow boo demee sa économie bi métti situation bi difficile te yow nga yaakaar ci bor nga yaakaar ci bor kese quasiment pour nga gënnee si sa population te bor boobu tamit nga war si am difficulté loolu lu muy wonee rek mooy que ni situation bi économique bi difficile na. Très bien très bien waaw benn point rek laa si fa lay daanale. donc benn point boobu ma si yokk mooy que ni d'habitude ñun en Afrique wala ci dëkk yu bëree en Afrique ñoom dañuy ne ni dëkk bi am na capacité pour dem jëli bor am na capacité donc ça veut dire que dëkk bi mu ngi ci yoon bu baax waaw wax dëgg yàlla nag kuy bor di jël bor est-ce que mën nga wax ni kooku situation économique am baax na man pour man débat bi fa la nekk booy jël bor jël ko rek ci famille yi famille bi nga xamante ni père de famille bi nga xamante ni moom dundam yëpp quasiment ci bor la nekk mën a wax ni kooku économiquement waaw situation stable na wala mu ngi amélioré wu bor moom fu mu yokku rek ça veut dire que économie bi am na fu mu sooxee voilà très bien économie difficulté économie tax na ba président Macky Sall fan yi ñuy passé noonu dafa organiser benn conseil présidentiel de l'emploi si dak liggéeyu xëyu ndaw yi yow ban jàngat nga ci am si côté boobu parce que waaw man jàngat bu ma si am mooy lii waaw bon daf na conseil présidentiel boobu te dëgg naa tamit am na budget de plus de 500 milliards bi nga xamante ni moom la ñu war a jël jagleel ko xëyu ndaw yi waaye nag lu ma door a expliquer ci njalbeen mooy que question emploi dépassé na uniquement nga dégager budget nga jagleel ko ci benn programme lu bëri lay laal lu bëri lay laal emploi par exemple mu ngi dépendre tamit est-ce que dëkk bi mu ngi jël ay marché di ko jox entreprise yi nga xamante ni Sénégal lañ leen sànc loolu lu am solo la parce que emploi lu koy créer mooy mu am commande publique mooy commande yooyu mu am ay sénégalais yuy créer ay entreprise plus ñuy am ci commande yooyu plus seen entreprise bi di développer loolu moo tax ma ne il faut ñu créer ay champions nationaux yu bëri ñi nga xamante ni dinañ taxawal ay entreprises yu dëgër ay entreprises yi nga xamante ni état bi da leen di dooleel ñu créer tamit ay banque de développement boo créer ay banque de développement banque yooyu dina financer ñi nga xamante ni ay entreprises yu bees la wala ay start-up yu bees la très bien amuñu moyens yi waaw le temps bi nu ñu doon mais si côté financement bi est-ce que tamit mënuñu xool ci ndaw yi ci côté agriculture bi waaw agriculture lu am solo la au Sénégal parce que mu ngi concentrer plus de 70% de la population gis nga lu ma wonee léegi rek mooy que boo jëlee poids agriculture sax ci biir économie Sénégal poids boobu lu ñu xool mooy que poids bi day baisser avec le temps alors que domaine la bi nga xamante ni la majorité de ta population fa la nekk donc lépp lu ñuy wax ci croissance inclusive mooy nga créer comme bi nga xamante ni dina laal ñu bëre ñi nga xamante ni ñun dool lañu ci sa biir société mu ngi ci nga suqali sa agriculture te agriculture tamit domaine bu stratégique la ci réew d'ailleurs Covid bi wanee na ko gis nga que par exemple boo xoolee mooy ci plan urgence bu gouvernement bi teg boo xoolee ceeb bi daf ko jël à l'extérieur andi ko te comme bu bëri la si teg voilà alors que bu agriculture bi développé woon biir Sénégal ceeb boobu ceebu sénégalais yi lay doon donc moom la ñuy jël distribuer ko donc ñuy jënd noonu seen ceeb ak ñuy def transport bi ñooñu dinañu gis seen bopp ci biir koom bi voilà donc agriculture secteur bu important la quoi donc loolu rek léegi développement durable bi en quelques secondes développement durable bu nga ko daan wax parce que jamono boobu laal ressource naturelle bi mooy forêt bi gis na ne Casamance forêt bi vraiment yàqu na carrément xëpp yow ban lecture nga ciy def bien ban solution nga ciy prévoir pour que Casamance forêt bi retrouver waat ñi mun a dund nga xam ne dina yokk koom-koom yu bëri waaw lu may wax ci loolu rek mooy gàncax gi dafa di li nga xamante ne lu am solo la pour économie réew waxuma rek pour ñu protéger environnement ak service yu muy joxe ci population bi waxuma loolu kese waaye lu am solo la soo bëggee sax nga suqali sa économie mais exemple bu ma la siy jox rek mooy boo jëlee gàncaxu Casamance fala madd yi di jógee
fa la tool yi di jógee ah fa la ditax yi di jógee fa la diwtiir bi di jógee et cetera donc gis nga que ni gàncax boobu lien bu rëy la am ak sa wàllu économie te loolu boo xoolee population yi nga xamante ne ñu ngi vivre ci zone boobu ñoom loolu lu am solo la ci seen biiru koom donc gàncax googu bu demee ba disparaître hein comme ni ñu koy gisee ci dernière année yi Sénégal mooy que ni très souvent dafa am ay essence de bois yi nga xamante ne ñoom la trafiquants yi soxla hein donc essence de bois yooyu la ñuy jël di ko couper di ko convoyer en Gambie après di ko exporter en Chine majoritairement notamment bois de veine mu am reportage bu rëy bi nga xamante ni waa Océan ñoom defoon nañ ko si wane ko donc loolu dëkk bu ko gis rek da nga war a taxaw seetaat reculer nga ne am na situation bu compliqué te situation bu compliqué bi bu wéyee rek lu muy def dafay sooxeel sama économie waaw te loolu bu amee wax dëgg yàlla c'est-à-dire que population yi nga xamante ni yëpp ñu ngi dund ci économie boobu bu mel noonu forêt bi bu disparaître ça veut dire que ñoom dañuy jógee foofu dem feneen loolu mooy tax ngay gis nag exode yi un peu partout ci ville yi mooy immigration bi des fois ñu dem jël gaal gi et cetera loolu moo koy andi moo tax nag damay ne nit ñi il faut ñu xool lien bu ñuy def entre la gestion de nos ressources naturelles ak suñu koom bi te yemul ci loolu même pétrole bi souvent ñëpp ñu ngi siy wax ñëpp ñu ngi ne pétrole bi c'est une bonne chose et cetera des trucs comme ça mais pétrole bi bu ñu diversifier quand on ne fait pas la diversification bu ñu diversifier wu suñu économie bi mooy économie bi ñu jox ko ñu koom bi ñu tasaare ko wasaare ko ci secteur yu bëri ci biir économie bi pétrole boobu sax dina ñëw nit ñi di nekk toujours ci ndóol parce que pétrole boobu am na ñi nga xamante ne ñoom moom contrat yooyu te bu ñu veillé wulee à ce que sénégalais yu bëri liggéey ci biir contrat yooyu ci biir entreprise yooyu ñooñu mun nañu jël seeni chômage andi ko biir Sénégal wala jël seen yeneen affaire sous-traité ko ñoom seen dëkk loolu donc sénégalais yi ñoom dinañu am mirage comme am nañu ressource bu bëri doole mais duñ ci gis seen bopp loolu lay wax souvent quoi d'ailleurs il y a ce qu'on appelle en économie le syndrome hollandais des ressources naturelles donc dans les années 70 boo xoolee hollandais yi ñoom dañu jël yëpp wekk ko ci pétrole mais ñu ñoo gis que ni am na seen secteur yu bëri yu nekk di daanu yi nga xamante ni ñoom c'est jàppul ñu leen voilà mënoon nañ leen jàpp diversifier leen pour que loolu voilà loolu lu am solo la donc pour dire que emploi yi voilà il faut que ñu xool ko ci wàllu woowu il nous reste 3 minutes Covid bi sànq di waxee mu ne CFA bi ak Covid bi waaw CFA bi lu ma siy wax CFA situation bu ñu nekk ni du lu baax pour pays de l'UEMOA du lu baax pour pays de l'UEMOA du lu baax tamit pour pays CEMAC yi parce que lu ñuy gis mooy dans toute la zone UEMOA mooy seen balance commerciale bi mooy ñoom lu ñuy gën di jënd bitim réew moo ëpp fuuf ñoom lu ñuy defar di ko jaay bitim réew te loolu lu am solo la pour nga créer koom ci sa biir réew donc lu mel noonu bu amee ça veut dire que yow amoo benn possibilité nga mën a jouer yow ci sa monnaie pour que yow situation bu mën a changer parce que sa monnaie bu donné monnaie bu 10 rek yeneen dëkk yi dañuy trouver lépp li ngay jaay cher donc ñoom dañu mën a jënd ci yow te situation boobu moo am dans toute la zone UEMOA boo xoolee balance commerciale benn dëkk rek moo am balance commerciale bi nga xamante ne négatiful mooy Côte d'Ivoire mais sinon tous les autres pays y compris le Sénégal sax rawati yeneen dëkk yi boo ko mesurer par rapport au PIB mooy seen balance commerciale bi boo ko rapporté ci seen comme bu ñuy créer da ngay gis que ni Sénégal situation boobu da koy sonnal bu baax donc moo tax man en tant que économiste lu ma si gis mooy nañu gën na ci franc CFA bi à parité fixe avec l'euro parce que l'euro arrangé wuñu moo tax nag waa CEDEAO décision bu ñu jël man loolu laa jàpp ko mooy décision bu baax ñoom dañu ne ni nañu am benn franc CFA bi nga xamante ne parité flexible lay doon waaw mun nañu agir di ko soppi dépendamment de la situation pour ñu mën a soppi suñu balance commerciale te loolu lu am solo la ci wàllu koom-koom. Merci monsieur Gassama en 30 secondes voilà. Le dernier message waaw man lu may wax sama mbokk sénégalais yi rek mooy que vraiment xam naa ni situation bi jafe na waaye nañu gën a góorgóorlu suñu politique publique yi tamit dañu gën a def ay effort xam nga situation yi ñuy évoqué nii yëpp emploi bi mooy situation suñu ressources naturelles yi ñu xool nuñ koy gën a gérer ci biir dëkk bi de manière à ce que mu njëriñ population bi yëpp waaw parce que bu njëriñee population bi rek ñëpp a siy gis seen bopp quoi
di leen di gërëm yéen waa Diegoune Info ci initiative bu rafet bii ngeen jël hein vraiment je pense que ñu mel ni ñun nekk bitim réew ngeen ñuy tàllal seen micro hein ñu siy waxtaan ak population bi c'est un devoir c'est un devoir franchement voilà imaginez déjà une heure de temps c'est comme si on a fait 5 minutes j'ai beaucoup de choses à vous poser des questions mais le temps vraiment est parti effectivement awuma temps développer lépp mais inchallah on va revenir parce que il y a beaucoup de choses à en parler sur le développement durable. Inch'Allah. Et certainement la prochaine fois, on va faire une version française parce que là, on aura le temps d'aller vraiment très vite dans le sujet. Inch'Allah. En tout cas, Diegoune Info vous remercie. Oui. C'est moi qui vous remercie et c'est tout un plaisir. Hein? Le plaisir est partagé. Bien des choses à tous vos auditeurs. Hein? Merci beaucoup. Bien des choses aussi à toute la population de Diegoune et de la Casamance. Je suis de Ziguinchor, hein? Je précise que je suis natif de Ziguinchor aussi. Hein? D'accord, très bien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Ibrahima Gassama, docteur Ibrahima Gassama depuis le Québec. Diegoune Info vous remercie pour votre présence, mais aussi vous avez accepté cette invitation avec beaucoup de bonheur et de générosité. Et les idées développées ont été vraiment pertinentes, étaient à leur mesure. Et voilà, c'est quoi, je sais pourquoi Bodian a toujours insisté de parler de Gassama. Voilà, vous venez de voir tout le souci de M. Bodian, Dr Bodian. En tout cas, on vous remercie. Et merci, vous remercie infiniment. Je remercie Dr Bodian, je remercie aussi Dr Babacar Diop. C'est vrai qu'ils ont accordé beaucoup d'importance à cette émission et je les remercie vraiment d'avoir diligenté les choses. Voilà. Voilà, je dirais aussi que je les encourage hein, parce que c'est des gens qui sont très engagés pour le développement du Sénégal. Et vraiment, on a vu leur posture dans quasiment toutes les luttes pour l'équité sociale, pour le développement durable, mais aussi pour le développement tout court du Sénégal. En tout cas, je les encourage à continuer sur cette voie. Merci beaucoup, M. Gassama, docteur. Voilà, bien des choses à vous. Merci. Bien des choses à vous. Merci beaucoup, merci chers internautes téléspectateurs de Diegoune Info. Nous venons juste de recevoir Dr Ibrahima Gassama et docteur en économie, expert en développement durable au gouvernement du Québec, mais aussi enseignant universitaire en France et au Sénégal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Diegoune Info vous donne rendez-vous prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci à vous.